Les amis, bonjour. Dans la foulée du procès de Mazan, donc un procès hors norme, comme vous le savez, pour les personnes qui regardent la vidéo et surtout qui suivent l'actualité de ce procès, c'est le procès d'une femme, Madame Pellico. Donc le procès, on l'appelle le procès de la soumission chimique, car son ex-mari, Dominique Pellico, l'a drogué et livré à des hommes qu'il a recrutés lui-même sur Internet pour s'adonner à des pratiques de violence sur le corps de sa femme endormie, sédatée, etc. Hier, donc lundi, mardi 24 septembre, j'ai fait donc une vidéo en vous expliquant un peu la problématique de cette thématique qui est très sensible, parce que en fait ça renvoie à beaucoup de choses, ça renvoie à la notion de violence, ça renvoie surtout quand c'est un proche qui est impliqué, comme les 50 hommes qui sont sur le banc des accusés. Ça renvoie également à l'éducation qu'un garçon de la famille a reçue. Et quand des années plus tard, vous apprenez qu'un membre de votre famille, un frère, un oncle, un mari, voilà, un compagnon, une personne proche de votre entourage est accusée de V, je ne vais pas dire le mot que vous connaissez pour ne pas d'abord choquer, et puis surtout par rapport au réseau où certains termes doivent être bannis. Voilà. Et donc, quand vous avez cette situation que vous devez affronter, beaucoup de personnes ont tendance, comme on dit, c'est l'expression populaire qui dit « mettre la tête dans le sable », c'est-à-dire être dans une situation de déni, en fait. On ne peut pas l'accepter parce qu'on se dit « non, ce n'est pas cette personne que je connais, ce n'est pas l'homme avec qui je vis, ce n'est pas mon frère, etc. » Donc, on dit « ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai ». Donc, on a tendance, donc, si vous voulez, à ne pas accepter cet état de fait. Et pourtant, je l'ai dit hier dans ma vidéo, qu'on ait commis un V sur une femme pendant quelques minutes, voire quelques secondes, ou qu'on l'ait fait pendant plusieurs dizaines d'années, c'est pareil. Vous avez le statut de violeur. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais approfondir cette vidéo. Elle sera un peu plus longue par rapport à cette notion de V, comment ça se manifeste. Et surtout, je voudrais vous parler de l'histoire d'un homme qui était un pilier de sa communauté il y a très longtemps, il y a un peu plus de 70-80 ans environ. Il s'agit du docteur, parce qu'il a été médecin, c'était un chirurgien, c'était un homme avec un parcours extraordinaire, parce que certains d'ailleurs disaient qu'il était même plus intelligent qu'Albert Einstein. Il avait un QI de 186. Alors, qui était Georges Odell? Georges Odell était un enfant d'immigrés russes, voilà, arrivé aux États-Unis, et il a été, si vous voulez, remarqué par cet esprit brillant. J'ai pris, si vous voulez, des petites captures, des recherches que j'ai fait rapidement, si vous voulez, sur Internet. Et j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, il a été donc musicien. Voilà, il a même été approché par certains prodiges de la musique. Il a été également on l'a dit, chirurgien. Il était, je crois, spécialisé dans tout ce qui est hystérectomie, donc dans tout ce qui concerne l'appareil génital féminin. Voilà, il était et il excellait. Donc c'était un homme brillant. Mais ce qu'on a découvert, c'est que il avait une part sombre. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il a
il avait des dons en matière musicale. Il avait également donc un QI donc de 186, plus haut que celui de Albert Einstein. Il a fréquenté très jeune, à l'âge de 15 ans, donc des universités. Donc déjà à cette époque, il était né au début du XXe siècle, en 1907. Voilà. Et très tôt également, comme il était précoce, il a été aussi impliqué dans un scandale conjugal parce qu'il aurait eu une aventure avec la femme d'un de ses professeurs. Et de ce fait, il a été exclu de l'université. Et apparemment, il aurait mis également enceinte cette femme. Et c'est vrai que, bon, très tôt, quand vous développez, quand vous avez ces comportements, c'est sûr que vous sortez, entre guillemets, donc de l'ordinaire. Et on apprend également que il a été marié plusieurs fois. Je crois qu'au cours de sa vie, il a été marié 4 fois. Il a été également soupçonné de polygamie. Voilà, ça également, il faut le dire. Ce sont, vous savez, des termes un peu tabous, surtout à cette époque, il y a 70 ans, il y a et tout, parce que même si certains faits ont été avérés, mais de par la personnalité de l'individu, des documents ont été classifiés. Et certaines enquêtes qui l'ont concerné, enquête de meurtre, enquête en tant que disparition de femme, parce qu'il a été prouvé par son fils, Steve Odell, qui était lui-même détective à la LAPD, donc la police de Los Angeles, qu'il serait également le suspect numéro 1 dans le meurtre donc de plusieurs femmes. Voilà, donc c'est pour vous dire que cet homme n'était pas n'importe qui. Et donc, j'ai parlé de polygamie, pourquoi? Parce que à un certain moment, puisqu'il se déplaçait d'État en État, dès qu'il avait un problème avec la justice, il disparaissait. Donc, il allait dans d'autres États, il mariait d'autres femmes, il avait également des enfants, puisqu'il aura au cours de sa vie à peu près une dizaine de femmes. Une dizaine d'enfants, quatre femmes, et voilà. Et à un certain moment, il va pratiquer donc la polygamie. Mais ce qui va attirer l'attention, c'est plusieurs faits. J'aimerais le dire ici dans cette vidéo. C'est d'abord le suicide, entre guillemets, de sa secrétaire au milieu des années 40. Alors, il aurait fréquenté donc sa secrétaire, avec qui apparemment il aurait eu donc une liaison. Et cette secrétaire-là a appris des secrets, sans doute par le biais professionnel. Et au moment où, bien sûr, il va découvrir que sa secrétaire a des dossiers, comme on dit, entre guillemets, sur elle, il va donc mettre fin à la liaison. Et quelque temps après, on apprendra, à la grande surprise de tout le monde, que cette femme se serait donné la mort. Des soupçons se serait porté sur lui, mais comme je l'ai dit à l'époque, c'est vrai que de par sa position, c'était quelqu'un d'extrêmement placé. Il aurait également, paraît-il, d'après certaines sources que j'ai eues également sur le web, tendance à pratiquer également donc des avortements clandestins. Vous savez que l'avortement, jusqu'à une date très récente, dans les années 70, était une pratique délictueuse. Donc, ce qui fait que, en tant que médecin, si jamais on apprenait que vous faisiez des avortements clandestins, vous étiez passible donc d'emprisonnement. Mais, bizarrement, George Odell n'a jamais fait de la prison. Pourquoi? Parce que simplement, il aurait pratiqué donc des avortements clandestins sur donc des personnalités, donc bien sûr de son entourage, des villes et des grandes villes où il a pratiqué. Et comme il avait des secrets justement sur ces personnalités-là, il aurait, comme on dit, eu carte blanche pour s'adonner à ces pratiques criminelles. Alors, c'est pour ça que quand, bien sûr, cette affaire de sa secrétaire a éclaté,
Il n'a pas été inquiété. Il y a eu donc plusieurs enquêtes, mais on ne saura jamais ce qui s'est passé, en tout cas sur les raisons, les causes de la mort de son ancienne secrétaire. Et qu'est-ce qu'on apprend par la suite? On apprend également la mort, et ça fera l'objet d'une grande affaire qui, jusqu'à aujourd'hui, constitue une des affaires les plus mystérieuses, les plus énigmatiques donc du XXe siècle. C'est l'affaire du Dahlia noir. Alors, qu'est-ce que c'est le Dahlia noir? Le Dahlia noir est symbolisé par la mort d'une jeune femme, Elizabeth Short, qui était âgée de 22 ans en 1947, exactement le 9 janvier 1947. Des passants se promènent dans un terrain vague à Los Angeles et découvrent le corps sectionné en deux et éviscéré, vidé du sang d'une jeune femme que l'on va identifier beaucoup plus tard comme étant cette femme du nom de Elizabeth Short, une apprentie, on va dire, actrice qui était issue d'une famille pauvre, mais qui, à force de vouloir réaliser ses rêves, voulait devenir une actrice. Elle vient d'une famille modeste, voilà. Son père donc les a abandonnés, elle et ses sœurs, très jeunes, donc à l'âge de 3-5 ans, et il a fait croire qu'il s'était donné la mort, puisqu'en fuyant le domicile conjugal, il va abandonner donc son véhicule sur un pont, et sa femme, ayant découvert ce véhicule abandonné, avec l'aide de la police à l'époque, fera croire que cet homme s'était suicidé. Elizabeth Short, avec ses sœurs, découvrira quelques années plus tard que son père était en vie. Voilà, bien sûr, il va donner des raisons en disant que j'ai dû vous abandonner parce que je ne pouvais pas subvenir à vos besoins. J'ai eu honte et j'ai préféré fuir plutôt que de prendre mes responsabilités. Donc, voilà cette vie misérable, cette vie traumatisante que cette jeune femme va vivre tout au long de sa jeunesse, et elle arrive à Los Angeles avec un petit pécule, etc. Elle sera aidée par diverses personnes. Elle arrive donc à Los Angeles, je crois qu'elle va rencontrer quelques personnes, etc. Elle sera arrêtée, je crois, 1 ou 2 fois par la police parce qu'elle sera retrouvée ivre. Quelquefois également, elle sera retrouvée droguée, etc. C'était une jeune femme pauvre, paumée, on va dire ça comme ça aujourd'hui, et elle va rencontrer sans doute George Odell, qui était, ne l'oublions pas, chirurgien, qui va donc s'adonner sur elle à des pratiques terribles, et on va découvrir donc son corps donc quelques jours après dans un terrain vague sur Los Angeles. Cette affaire est demeurée une énigme. Pourquoi? Parce que George Odell est mort en 1999 et son fils Steve Odell, qui était détective au LAPD, malgré les 14 années de recherche, même si lui, il a dit dans le livre qu'il a écrit lui-même, hein, qui est paru il y a une vingtaine d'années, en 2005, dira que pour lui, d'après les preuves, d'après les recherches, les perquisitions qu'il a fait tout au long de ces années après le décès de son père, est persuadé que son père, donc George Odell, est bien le meurtrier du Dahlia noir, c'est-à-dire cette jeune femme, Elizabeth Short, une très très belle jeune femme de 22 ans. Voilà. Après, ce ne sont malheureusement que je ne dirais pas des suppositions, parce qu'il y a eu quand même des preuves, etc. Mais encore une fois, ce ne sont pas, ça n'a pas eu d'effet, puisque, comme vous le savez, George Odell était déjà décédé. Et c'est vrai que pour la justice, encore une fois, cet homme reste un innocent. Voilà. C'est ça ce qui est triste dans cette affaire, c'est-à-dire que à chaque fois que cet homme avait affaire à la justice, il s'en sortait. Et je vais également parler d'un autre aspect de sa vie. Donc, on voit le portrait sombre de cet homme, misogyne, violent,
qui avait, si vous voulez, certainement, comme on dit, peut-être une enfance peut-être compliquée avec les femmes. On ne sait pas trop. On sait simplement que sa famille était d'origine émigrée, etc., qu'ils sont venus donc aux États-Unis pour avoir une vie meilleure, hein, comme beaucoup de communautés donc à l'époque, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc, on ne connaît pas son histoire. Peut-être qu'il a eu des traumatismes, etc. Mais on note à travers cette personnalité quelqu'un de tourmenté, quelqu'un qui va quelquefois peut-être sans preuve, encore une fois, puisqu'il est toujours présumé innocent jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est décédé. Quelqu'un qui avait des penchants sadomasochistes. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai envie de vous parler de son amitié avec certains cercles d'individus, des individus très puissants à l'époque, qui vont jouer un rôle très important dans la culture américaine. Alors, il s'agit de plusieurs individus, dont le principal est Man Ray. Alors, qui est Man Ray? Man Ray était un artiste, un peintre, voilà, qui lui aussi a émigré, etc., aux États-Unis avec sa famille au 19e siècle. Je crois qu'il est né en 1890. Donc, il était un peu plus âgé que George Odell. Et ils ont fréquenté aussi d'autres personnes très puissantes à l'époque dans le monde des arts. Et c'était John Huston, le grand réalisateur américain. Donc voilà, c'était tout ce cercle à l'époque très aimé, il faut le dire. Hein, même si aujourd'hui, on a trouvé des preuves que ils étaient pas des individus fréquentables. Mais à l'époque, c'était des gens très aimés, très puissants, très médiatiques également, puisque ils étaient dans ce monde artistique du cinéma, etc. George Odell, lui, il était chirurgien, donc c'était un pilier de sa communauté, ainsi que tous ces gens-là. Mais donc tous ces gens-là, avec tout ce que j'ai lu sur le web, c'était des gens qui s'adonnaient à des pratiques sadomasochistes et qui s'adonnaient également à ce qu'on appelle aujourd'hui des parties fines, c'est-à-dire aller donc dans ces endroits, rencontrer peut-être des femmes pour s'adonner donc à leurs pratiques, etc. Donc voilà, c'était ce type de faits, de comportement qu'on a eu à propos donc de cet homme. Et la troisième partie de ma vidéo va concerner une autre affaire, cette fois-ci beaucoup plus personnelle, qui cette fois-ci va lui coûter un peu plus. Et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'une accusation qui vient cette fois-ci de sa propre famille, en l'occurrence de sa propre fille, qui s'appelait Tara Odell. Alors Tara Odell est une jeune femme, c'est la fille, je crois, de sa deuxième épouse, puisque comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il s'est marié plusieurs fois. Alors Tara Odell a déclaré à la police, elle avait 14 ans, que son papa l'avait violentée. Il y a eu des enquêtes, c'était assez grave, puisqu'on voit quand même que malgré qu'il soit un pilier de sa communauté, avoir le courage à 14 ans de dénoncer ces faits-là. Je rappelle que on est donc à la fin des années 40, quand quelqu'un, un enfant, un garçon, une fille, allait aux autorités pour dénoncer ce genre de fait, ce n'était pas commun. Avoir ce courage à 14 ans de dire que mon père me violentait, c'était aussi prendre des risques, parce que si votre papa avait des relations, que ce soit dans la police ou dans le domaine de la justice, vous pourriez avoir des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré la peur, malgré les menaces, cette jeune fille de 14 ans est allée jusqu'au bout. Et il y a eu un procès qui a eu lieu donc en 1949. Le procès a duré 3 semaines. À l'issue de ce procès, tenez-vous bien les amis, George Odell a été acquitté du crime, de ce crime d'inceste. Alors pourquoi? Encore une fois, il a fait jouer ses relations. Des témoins, et ça a été véridique, ça a été attesté, je l'ai lu donc sur plusieurs sources. 3 témoins se sont présentés à la barre pendant ce procès, ont déclaré assister à des scènes donc d'inceste entre George Odell et sa fille à l'époque. Donc, malgré ces témoignages, George Odell n'a pas été condamné. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a fait jouer ses relations dans ce domaine.
il a sans doute fait pression auprès de certaines autorités qui, à l'époque, avaient besoin de lui pour pratiquer ces avortements clandestins, et jouant sur ça, puisqu'il avait les noms de ces personnes-là, a pu faire pression pour avoir son acquittement. Mais dès qu'il a eu cet acquittement, il a fui le pays parce qu'il savait déjà qu'il commençait à intéresser, puisqu'on a vu que, comme on dit, il y avait un mugshot, ce qu'on appelle en anglais le mugshot. Le mugshot, c'est quoi? C'est-à-dire, bien sûr, la photo du criminel avec le numéro, etc., le numéro de série. Il y avait donc, bien sûr, il avait un dossier. Et c'est vrai que ça, c'était quand même nouveau par rapport à toutes les autres affaires dans lesquelles ils étaient impliqués. Je rappelle qu'il n'y avait pas que le suicide de sa secrétaire, il y avait également, bien sûr, le meurtre non résolu du Dahlia Noir. Il y avait également un autre meurtre dans lequel Georges Edel, semblerait-il, avait été impliqué. Mais encore une fois, étant donné qu'il avait donc des relations extrêmement puissantes au niveau de la police et de la justice, il a pu fuir. Donc, il a quitté le pays, etc., avec ce passé judiciaire qu'il avait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. 2 ans après, on a appris que sa fille, Tara Odel, était enceinte, qu'elle a mis au monde un enfant et qu'elle a été obligée, dans la famille, par ses proches, de faire adopter cet enfant. Des enquêtes ont été menées quelques années après, parce que cette petite fille avait grandi, élevée donc dans une famille africaine-américaine, donc une famille de la communauté noire américaine. Elle a découvert plus tard qu'elle s'appelait Fona Odel, puisqu'elle a repris donc le patronyme, son vrai patronyme. Elle a découvert donc que qu'elle était donc la petite fille de Georges Odel. Et c'est vrai que ça changeait tout, parce que elle voulait connaître donc ses origines, elle voulait savoir ce qui s'était passé. Mais comme je vous ai dit, à l'époque, l'Amérique était un pays extrêmement conservateur. Tout ce qui touchait aux agressions concernant l'inceste, tout ce qui touchait donc aux interruptions volontaires de grossesse, etc., c'était des sujets dont on ne parlait pas. Mais, encore une fois, Tara Odel, donc, ne s'est pas laissé faire, même si beaucoup plus tard, on a appris que à cette époque-là, pour éviter le scandale dans ces familles-là, elle a été placée, comme on dit, dans une maison de jeunes filles pour justement étouffer le scandale. Ça se faisait à cette époque, c'est-à-dire qu'on prenait les enfants qu'on qualifiait de difficiles, etc., alors que c'était des victimes, si vous voulez. Mais on les plaçait pour éviter le scandale, on les mettait donc dans ces maisons-là, et elles étaient enfermées là-bas, hein, voilà, elles n'avaient pas le droit de sortir pendant un certain nombre de temps. Ça pouvait être des mois, ça pouvait être des années, jusqu'au jour où on jugeait bon qu'elle pouvait être libérée et sortir. Et c'est ce qui est arrivé à Tara, notamment après sa grossesse, parce qu'elle l'a eu pratiquement 2 ans après le scandale de sa plainte contre son père. Voilà, tout ça pour dire que ce soit Georges Odel, que ce soit tous ces gens à l'époque, des gens très puissants, des gens adulés, des gens qui forçaient l'admiration de tout ce secteur artistique, quelquefois, pas tous, mais en tout cas ces personnes que j'ai nommées là, n'étaient pas des exemples donc de leur communauté. Mais étant donné qu'ils avaient des relations, étant donné que ils avaient des appuis au sein de la police et au sein de la justice, parce qu'ils donnaient des pots de vin, voilà, ils menaçaient également, ils connaissaient des secrets, etc., etc. Ces gens-là s'en sortaient toujours. Aujourd'hui, maintenant, pourquoi j'ai fait ce parallèle avec l'affaire du procès de Mazan, c'est que les affaires de violence contre les femmes, c'est vrai, ont pris une autre dimension. C'est-à-dire qu'on n'est plus à cette époque où il y a 70 ans, 80 ans, où on étouffait donc ces affaires. Aujourd'hui, quand vous êtes victime de violence, de quelque nature que ce soit, un inceste, une attaque de la part d'un membre de votre famille, un inconnu, etc., vous avez la possibilité de porter plainte. Vous êtes ce qu'on appelle une victime. Et beaucoup de ces femmes-là, à l'époque, n'étaient pas considérées comme des victimes. Quand vous osiez porter plainte contre un membre de votre famille, surtout que quand vous aviez un papa puissant,
vous vous retrouviez donc dans ces maisons de jeunes filles fermées à double tour pendant des mois, voire des années. Voilà. Aujourd'hui, le monde a changé. J'ai voulu vous parler de cette histoire pour vous dire que il ne faut jamais baisser les bras. Voilà. Quand vous êtes témoin d'un délit, quand vous êtes témoin d'un crime qui touche quelqu'un de votre famille, sachez que la justice peut vous aider. Voilà. Il y a très longtemps, une jeune fille, très jeune, innocente, Tara Odell donc l'a fait. Elle l'a payé très cher. Bon, après, voilà, c'était l'époque. Mais cette époque-là donc est terminée. Voilà ce que j'aimerais tirer aujourd'hui de cette vidéo que je partage avec vous. Voilà, la condition des femmes change et c'est ça mon message. À travers cette vidéo, j'aimerais vous dire à toutes les victimes de violences, il ne faut pas baisser les bras. Si vous avez la possibilité, portez plainte et sachez que vous trouverez toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous aider. Voilà, stop aux violences sous toutes ces formes faites aux femmes. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.